Voici notre premier aperçu du présumé meurtrier de Charlie Kirk depuis son arrestation. Tyler Robinson comparaît devant le tribunal de l'Utah par Zoom depuis la prison. Colocataire, pourquoi? Robinson, pourquoi ai-je fait ça? Colocataire, oui. Robinson, j'en avais assez de sa haine. Certaines haines sont impossibles à négocier. Et attendez de voir les messages que nous avons maintenant que Robinson aurait envoyés à son amant colocataire après la fusillade et ce qu'il aurait demandé à ce colocataire de faire, ce qui a entraîné encore plus d'accusations contre cet homme accusé de meurtre. Un meurtrier qui pourrait être condamné à mort s'il est reconnu coupable des charges qui pèsent actuellement contre lui. Nous enquêtons sur l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Passons aux dernières informations sur l'affaire Tyler Robinson, désormais accusé du meurtre de l'influenceur conservateur Charlie Kirk. Et ces messages textes que nous avons maintenant, je viens de les lire. Ils constitueront des preuves accablantes dans l'affaire de Tyler Robinson. Je veux dire, si jamais cela va jusqu'au procès. Maintenant, regardez ici. Voici Robinson qui comparaît devant le tribunal du comté d'Utah, dans l'Utah, il y a peu de temps, en visioconférence depuis la prison. Il est maintenant détenu sans possibilité de libération sous caution. Nous connaissons également maintenant les accusations auxquelles Robinson fait face. 7 chefs d'accusation pourraient entraîner la peine de mort s'il était reconnu coupable par un jury. Les procureurs du comté d'Utah les ont annoncés aujourd'hui en conférence de presse. Chef d'accusation numéro 1, meurtre aggravé, un crime passible de la peine capitale pour avoir intentionnellement ou sciemment causé la mort de Charlie Kirk dans des circonstances qui ont créé un grand risque de mort pour d'autres personnes. Chef d'accusation numéro 2, décharge illégale d'une arme à feu ayant causé des blessures corporelles graves, un crime de premier degré. L'État allègue en outre des circonstances aggravantes pour les chefs d'accusation 1 et 2, car le prévenu aurait ciblé Charlie Kirk en raison de l'expression politique de Charlie Kirk et l'aurait fait en sachant que des enfants étaient présents et assisteraient à l'homicide. L'État poursuit également le prévenu pour le chef d'accusation numéro 3, obstruction à la justice, un crime de deuxième degré pour avoir déplacé et dissimulé le fusil utilisé lors de la fusillade. Chef d'accusation numéro 4, obstruction à la justice, un crime de deuxième degré pour avoir jeté les vêtements qu'il portait lors de la fusillade. Chef d'accusation numéro 5, subornation de témoin, un crime de troisième degré pour avoir ordonné à son colocataire de supprimer ses messages compromettants. Chef d'accusation numéro 6, subornation de témoin, un crime de troisième degré pour avoir ordonné à son colocataire de garder le silence si la police l'interrogeait. Et chef d'accusation numéro 7, commission d'une infraction violente en présence d'un enfant, un délit de classe A, pour avoir commis un homicide en sachant que des enfants étaient présents et pouvaient avoir vu ou entendu le meurtre, et ce, en raison de l'expression politique de Charlie Kirk. Charlie Kirk était une personnalité politique. Des milliers de personnes qui en sont venues à l'écouter à l'université de la vallée de l'Utah. Il fut l'une des voix majeures des jeunes conservateurs du pays. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il y avait de forts soupçons qu'il s'agissait d'un prétendu assassinat politique. Robinson, après son arrestation, était devenu plus politique. Ces dernières années, selon sa famille, nous avons vu dans les balles laissées par le fusil qu'il aurait abandonné des phrases comme « Hé, attrape, fasciste », ce qui laisse penser que la politique aurait pu être la motivation pour tuer Charlie Kirk. Mais aujourd'hui, pour la première fois, les procureurs l'ont fait savoir, comme vous l'avez entendu, à cause de certains messages textes dont nous allons parler et de certaines déclarations que Robinson avait faites au cours des dernières années. Maintenant, une autre mise à jour importante concerne le colocataire de Robinson, et c'est là que nous en venons à ces messages textes. Ce colocataire, membre de la communauté transgenre en transition vers une femme, avait eu une relation avec Robinson. Robinson est accusé de 2 chefs d'entrave à la justice pour avoir tenté d'empêcher son colocataire de parler à la police et lui avoir demandé de supprimer des messages sur la fusillade. Je tiens à préciser que les forces de l'ordre ont déclaré que ce colocataire a été très coopératif dans l'enquête et qu'il ne fait l'objet d'aucune accusation pour le moment. Cependant, les procureurs viennent de révéler les textos chocs que Tyler Robinson aurait envoyés à ce colocataire. Écoutez ceci. La police a interrogé le colocataire de Robinson.
un homme biologique qui entretenait une relation amoureuse avec Robinson. Le colocataire a déclaré à la police qu'il avait reçu des messages de Robinson concernant la fusillade et qu'il avait remis ces messages à la police. Le 10 septembre 2025, le colocataire a reçu un message texte de Robinson disant « Laisse tout ce que tu fais, regarde sous mon clavier ». Le colocataire a regardé sous le clavier et a trouvé un mot qui disait, je cite, « J'ai eu l'opportunité d'éliminer Charlie Kirk et je vais la saisir ». La police a trouvé une photographie de ce mot. L'échange suivant, un échange de textos, a alors eu lieu. Après lecture du mot, le colocataire a dit « Quoi? Tu plaisantes? Non. Robinson, je vais toujours bien, mon amour, mais je suis coincé à Orem encore un petit moment. Je devrais bientôt pouvoir rentrer, mais je dois encore récupérer mon fusil. Pour être honnête, j'espérais garder ce secret jusqu'à ma mort. Je suis désolé de t'impliquer. Colocataire, ce n'est pas toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Robinson, c'est moi, je suis désolé. Colocataire, je pensais qu'ils avaient arrêté la personne. Robinson, non, ils ont attrapé un vieux fou, puis ils ont interrogé quelqu'un avec des vêtements similaires. J'avais prévu de récupérer mon fusil à mon point de dépôt peu après, mais presque tout ce côté de la ville a été bouclé. C'est calme, presque assez pour sortir, mais il y a un véhicule qui traîne encore. Avant de poursuivre sur l'affaire, je dois mentionner nos partenaires chez Morgan & Morgan. C'est le plus grand cabinet d'avocats des États-Unis, avec plus de 1000 avocats et des victoires fréquentes. Ils ont récupéré plus de 25 milliards de dollars pour plus de 500 000 clients. Ces derniers mois, un client en Floride a obtenu 12 millions de dollars alors que l'assurance n'en offrait que 350 000. En Pennsylvanie, un client a obtenu 26 millions de dollars, c'est 40 fois plus que l'offre de 650 000 dollars de l'assureur. Et un autre client en Pennsylvanie a reçu 29 millions de dollars après qu'on ne lui ait proposé que 500 000 dollars. Maintenant, même si vous ne pensez pas que votre affaire vaut des millions de dollars, pourquoi ne pas vous battre pour ce que vous méritez? Morgan & Morgan facilite le dépôt d'une réclamation réalisable en 8 clics sur votre téléphone. Si vous avez été blessé et devez réclamer, rendez-vous sur www.fordpeople.com/OTC. Scannez ce QR code à l'écran ou cliquez sur le lien ci-dessous. Colocataire, pourquoi? Robinson, pourquoi ai-je fait ça? Colocataire, ouais. Robinson, j'en avais assez de sa haine. Il y a des haines avec lesquelles on ne peut pas négocier. Si j'arrive à prendre mon fusil sans être vu, je n'aurai laissé aucune preuve. Je vais essayer de le récupérer à nouveau. J'espère qu'ils sont partis. Je n'ai rien vu qui indique qu'ils l'ont trouvé. Colocataire, depuis combien de temps tu prépares ça? Robinson, un peu plus d'une semaine, je crois. Je peux m'en approcher, mais il y a une voiture de police garée juste à côté. Je crois qu'ils ont déjà fouillé cet endroit, mais je ne veux pas prendre de risques. Robinson encore, je regrette de ne pas avoir fait demi-tour et de l'avoir récupéré dès que je suis arrivé à mon véhicule. Je m'inquiète de ce que mon vieux ferait si je ne ramenais pas le fusil de grand-père. Je ne sais même pas s'il avait un numéro de série, mais il ne serait pas relié à moi. Je m'inquiète pour Prince. J'ai dû le laisser dans un buisson, là où j'ai changé de vêtements. Je n'avais ni la possibilité ni le temps de l'emporter avec moi. Je vais peut-être devoir l'abandonner et espérer qu'il ne trouve pas Prince. Comment je vais expliquer à mon vieux que je l'ai perdu, bordel? La seule chose que j'ai laissée, c'est le fusil enveloppé dans une serviette. Tu te souviens comment il gravait des balles? Les putains de messages sont surtout un gros mème. Si je vois Notice Bulge UVU sur Fox News, je pourrais faire une attaque, d'accord? Je vais devoir laisser tomber. Ça craint vraiment, putain. À en juger par aujourd'hui, je dirais que le fusil de grand-père fait très bien l'affaire. Je sais pas. Je pense que c'était une lunette à 2000 $. Clin d'œil. Nous savons que Robinson était très actif sur les réseaux sociaux, surtout sur Discord, une plateforme prisée par les joueurs pour communiquer en ligne.
Le Washington Post indique qu'il a reconnu dans un groupe de plus de 20 personnes être l'auteur du meurtre de Charlie Kirk. Il aurait déclaré, je cite, « Je vais me rendre à travers un ami shérif dans quelques instants. Merci pour tous ces bons moments et ces rires. Vous avez tous été formidables. Merci pour tout. » Les enquêteurs ont indiqué que le père de Robinson avait confronté le jeune homme de 22 ans sur la fusillade et qu'il avait fini par avouer. Robinson s'est rendu aux autorités après avoir parlé avec ses parents et un ami de la famille. Sa mère, nous l'avons appris aujourd'hui, a été la première à donner l'alerte lorsqu'elle a vu à la télévision des photos de la personne recherchée et elle a pensé que cette personne ressemblait à son fils. Le 11 septembre 2025, au lendemain de la fusillade, la mère de Robinson a vu la photo du tireur aux informations et a cru qu'il ressemblait à son fils. La mère de Robinson a appelé son fils et lui a demandé où il était. Il a dit qu'il était malade à la maison et qu'il avait aussi été à la maison, malade du mal du pays, le 10 septembre. La mère de Robinson a exprimé à son mari son inquiétude que le tireur suspect ressemblait à Robinson. Le père de Robinson était d'accord. La mère de Robinson a expliqué qu'au cours de l'année écoulée, Robinson était devenu plus politisé et avait commencé à pencher davantage à gauche, devenant plus favorable aux droits des personnes gays et trans. Elle a déclaré que Robinson avait commencé à sortir avec son colocataire, un homme biologique en transition de genre. Cela a entraîné plusieurs discussions avec les membres de la famille, mais surtout entre Robinson et son père, qui ont des opinions politiques très différentes. Au cours d'une conversation avant la fusillade, Robinson a mentionné que Charlie Kirk organiserait un événement à l'UVU, ce que Robinson a qualifié de lieu stupide pour l'événement. Robinson accuse Kirk de répandre la haine. Le père de Robinson a déclaré que lorsque sa femme lui a montré l'image de surveillance du tireur présumé dans les informations, il a reconnu que cela ressemblait à leur fils. Il pensait également que le fusil que la police soupçonnait d'avoir été utilisé par le tireur correspondait à un fusil qui avait été offert à son fils en cadeau. Le père de Robinson a donc contacté son fils pour lui demander une photo du fusil. Robinson n'a pas répondu. Le père de Robinson a cependant téléphoné à Robinson. Robinson a laissé entendre qu'il envisageait de mettre fin à ses jours. Les parents de Robinson ont réussi à le convaincre de les retrouver chez eux. En discutant, Robinson a suggéré être le tireur, disant qu'il ne pouvait pas aller en prison et voulait en finir. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait cela, Robinson a expliqué qu'il y avait trop de mal dans le monde et que le gars, en parlant de Charlie Kirk, répandait trop de haine. Ils ont parlé à Robinson de se rendre et l'ont convaincu de parler avec un ami de la famille qui est un ancien adjoint du shérif. À la demande du père de Robinson, l'ami de la famille a rencontré Robinson et ses parents et a convaincu Robinson de se rendre. Robinson a comparu au tribunal mardi et reste détenu sans caution. Vous avez entendu le président Trump et le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, ces derniers jours, dire que cela va être une affaire passible de la peine de mort. Et aujourd'hui, cela a été confirmé par les procureurs de l'Utah qui ont déposé une requête indiquant qu'ils vont demander la peine de mort. Et vous les avez également entendus exposer ce qu'ils considèrent comme les circonstances aggravantes qui pourraient mener à la peine de mort en cas de verdict de culpabilité dans cette affaire. Nous accueillons l'ancien procureur fédéral et président des avocats plaidants de la côte ouest, Nemo Romani. Merci, comme toujours, de prendre le temps d'être avec nous ici sur Law & Crime alors que nous venons tout juste d'apprendre, il y a quelques minutes, les chefs d'accusation au moment où nous enregistrons, les 7 chefs d'accusation auxquels Tyler Robinson fait face. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce que les procureurs de l'Utah cherchent à obtenir ici? Chris, ce qui me frappe, c'est ce chef d'accusation de meurtre aggravé, car bien sûr, il entraîne la possibilité de la peine de mort là-bas, dans l'Utah. Donc, c'est évidemment l'accusation la plus grave. Le facteur aggravant, c'est que Tyler Robinson a tiré dans une foule. Il a touché Kirk, mais il aurait pu tuer quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est ce qui distingue ce type de meurtre des autres types de meurtres dans cette affaire. Parmi les facteurs aggravants évoqués par le procureur, il y a le fait que Charlie Kirk était une personnalité politique.
Nous apprenons à travers certains de ces messages, textes et messages Discord, ainsi que ce qu'ont dit des membres de la famille, que Tyler Robinson s'intéressait beaucoup à la politique et n'aimait pas Charlie Kirk, ce qui est allégué bien sûr pour l'instant, mais nous verrons comment la procédure judiciaire évolue. Quels sont les éléments qui entrent en compte pour déterminer s'il sera réellement condamné à la peine de mort? Les jurés doivent donc peser les circonstances aggravantes et atténuantes. Donc évidemment, le fait que cela ait été comploté, planifié, prémédité, ce sera un facteur aggravant. Dans la mesure où il s'agissait d'un assassinat dans un lieu public, avec sa femme et ses enfants, ainsi que d'autres enfants présents, ce sera un facteur aggravant. Dans la mesure où cela a été motivé par la volonté de faire taire quelqu'un en raison de ses convictions politiques, ce sera un facteur aggravant. La défense, bien sûr, va tout faire pour garder Robinson en vie. C'est leur seul objectif. Obtenir un non-lieu ou un acquittement sera très difficile dans cette affaire avec autant de preuves, n'est-ce pas? L'acide désoxyribonucléique, ses aveux sur Discord. Nous avons tous vu la vidéo de surveillance. Donc, ce sera vraiment une affaire qui ne portera pas sur la phase de culpabilité, mais sur la phase de la peine. Pour atténuer la peine, ils vont sûrement mentionner qu'il a 22 ans et aucun antécédent criminel. Il s'est rendu après un jour ou deux. Donc, ce sont des éléments qui vont jouer en faveur de l'atténuation de la peine dans ce cas particulier. Avec Tyler Robinson, on se demande s'il s'intéressait à la politique, comme l'indiquent les documents de police, affirmant qu'il était devenu plus politisé ces dernières années. Mais c'était quelqu'un dont on pouvait dire qu'il s'était radicalisé d'une certaine manière. Il était un extrémiste dans sa façon de penser, car il allait jusqu'à tuer quelqu'un avec qui il était en désaccord politique. Pourquoi ne pas qualifier cela de terrorisme? Cela pourrait être une accusation de terrorisme. Le terrorisme est unique ici, car il s'agit d'une affaire d'État, mais les fédéraux pourraient aussi poursuivre. Le moyen le plus simple serait d'inculper pour terrorisme. Récemment, les fédéraux ont pris en charge certaines affaires très médiatisées à la place de l'État, comme Luigi Mangione ou Carlos Brown en Caroline du Nord. Donc, je ne serais pas surpris si cela arrivait. Maintenant, dans l'affaire Mangione, le juge vient de rejeter l'accusation de terrorisme à New York dans l'affaire de l'État parce que le terrorisme exige une intention soit d'intimider, soit de contraindre le public ou le gouvernement. Je ne dis pas que cela n'est pas arrivé ici, mais dans l'affaire Mangione, selon le juge, Mangione l'a fait pour des raisons personnelles. Il n'a pas publié son manifeste. Il ne l'a partagé avec personne. Donc, si quelqu'un était radicalisé par ses propres convictions individuelles, je considère que c'est du terrorisme en tant qu'ancien procureur fédéral, mais certains juges peuvent ne pas être d'accord. Ce sera une distinction clé dans cette affaire s'ils poursuivent, les accusations de terrorisme. Le mobile n'est pas un élément constitutif de l'infraction au niveau de l'État. Donc, l'accusation n'a pas à prouver pourquoi il l'a fait. Et encore une fois, pour parler d'une autre affaire, mais c'est ce qui est arrivé à Bryan Kohberger, n'est-ce pas? Kohberger a été reconnu coupable de tous les chefs de meurtre. On ignore encore ses motivations, ce qui pourrait aider les fédéraux. Les procureurs de l'État n'en ont pas besoin. En parlant de la partie des accusations fédérales dans cette affaire, parce que le FBI est impliqué dans cette enquête, je veux dire, clairement, Charlie Kirk était quelqu'un de très proche de personnes qui travaillaient au gouvernement fédéral, notamment le président. Quels seraient les éléments pris en compte dans la décision? Parce qu'à ce stade, si les preuves le sont aussi solides qu'elles le semblent, et que vous avez quelqu'un qui pourrait être reconnu coupable d'un crime passible de la peine de mort, pourquoi poursuivre si le gouvernement voulait également s'impliquer en l'inculpant devant un tribunal fédéral? Chris, il y a la loi, le crime, mais aussi la politique, n'est-ce pas? Et la réalité pratique, c'est qu'il y a une couche politique au-dessus de cette affaire. Quand vous avez le président des États-Unis qui parle de l'affaire, le procureur général, le directeur du FBI qui témoigne aujourd'hui devant le Congrès, parlant de cette affaire, de Jeffrey Epstein et d'autres affaires également. Ce n'est pas typique. Vous avez le gouverneur de l'Utah qui semble faire des conférences de presse quotidiennes sur cette affaire. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui arrive habituellement. Donc, quand beaucoup de responsables élus s'intéressent à une affaire, et je ne dis pas que les décisions sont prises pour des raisons politiques, mais la réalité, c'est qu'il y a une composante politique ici. Charlie Kirk n'était pas une victime de meurtre ordinaire, c'est pourquoi je ne serais pas surpris. Je m'attends à des accusations fédérales ici. J'ai trouvé intéressant certains facteurs aggravants qu'ils ont mentionnés 2 fois. Les 7 comtés font face à cette commission d'infractions violentes devant des enfants.
Un facteur aggravant mentionné, lié au meurtre aggravé et à l'usage d'une arme à feu, est que cela s'est produit devant des enfants. Moi, Charlie Kirk, je pense que ces enfants et d'autres jeunes étaient présents à cet événement, ce qui est horrible à imaginer. Mais est-ce que c'est juste une loi spécifique à l'Utah, ou est-ce que c'est une loi ailleurs aussi? Je veux dire, évidemment, je comprends qu'un délit commis devant un enfant mérite une punition, mais c'était la première fois que j'entendais parler de ça spécifiquement dans des chefs d'accusation. Oui, c'est définitivement une loi spécifique à l'État de l'Utah. Il voulait certainement présenter des preuves que cela avait été fait devant sa femme et ses enfants. Ce n'est pas quelque chose qui alourdit vraiment la peine, mais ça peut fournir plus de preuves. Et nous avons tous vu les vidéos. Elles sont horribles et bouleversantes. Vous savez, je pensais avoir tout vu en presque 25 ans de carrière, mais c'est l'un des meurtres les plus atroces que j'ai vus, et en plus dans un lieu public où des milliers de personnes pouvaient potentiellement être présentes. Donc, encore une fois, c'est un facteur aggravant, à la fois en termes de danger pour le public, mais aussi parce que cela a été commis devant sa femme et ses enfants. Je me demande aussi si des accusations fédérales surgissent et qu'il est reconnu coupable dans l'Utah pour celles-ci, mais qu'il fait ensuite face à d'autres accusations fédérales. Est-ce qu'il irait dans le système pénitentiaire fédéral ou resterait-il dans l'Utah? Je pense au Supermax où se trouvent de nombreux détenus célèbres comme Dzhokhar Tsarnaev, l'auteur de l'attentat de Boston. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait potentiellement arriver à Tyler Robinson s'il est reconnu coupable d'accusations fédérales? Nancy Salesi? Oui, Chris, il veut sans doute purger sa peine en prison fédérale. La réalité, c'est que les prisons fédérales sont bien meilleures que la plupart des prisons d'État. Derek Chauvin, pour le meurtre de George Floyd, a choisi Annas pour purger sa peine dans une prison fédérale. Maintenant, il est aussi policier et il ne voulait pas croiser certains de ses anciens arrêtés dans une prison d'État. Mais il ne fait aucun doute que si l'on parle de peines à perpétuité, la plupart des détenus préfèrent purger leur peine dans une prison fédérale plutôt que dans une prison d'État. Il y a moins de criminels violents et plus de criminels en col blanc dans les prisons fédérales. Et puis, quand il s'agit de sa défense, et je sais qu'on en parlait au début, il ne s'agit peut-être pas de prouver qu'il n'était pas l'auteur, mais plutôt de savoir si on peut lui éviter la peine de mort et obtenir une peine de prison à vie. Qu'est-ce qu'il faudrait pour cela? Je sais qu'on en est encore au tout premier stade aujourd'hui. Il doit comparaître pour la première fois devant le tribunal. En tant qu'avocat de la défense, que faudrait-il pour que le procès tourne à votre avantage malgré les preuves, la pression politique et la colère entourant ce suspect? Chris, en tant qu'avocat dans les affaires de peine de mort, votre priorité est de sauver la vie de votre client. Il y a deux phases dans ces procès pour meurtre en peine de mort, celle de la culpabilité et celle de la peine. Ce sera très difficile de défendre cette affaire à la phase de culpabilité. Généralement, dans les affaires de meurtre couvertes sur Law and Crime, on voit l'une de trois défenses. Ce n'était pas moi. Nous avons vu la vidéo, son acide désoxyribonucléique est sur place et il a avoué. Je ne voulais pas le faire, c'était un accident. Enfin, c'était prémédité. Nous avons des messages Discord d'avant où il planifie cela. C'était clairement prémédité. Il utilise un fusil à verrou avec une lunette. Et le troisième point, c'est que c'était de la légitime défense. Aucune de ces défenses ne s'applique selon moi. Il est très difficile d'obtenir une défense pour capacité diminuée ou folie, surtout dans l'Utah. Il faut vraiment prouver qu'on ne sait pas distinguer le bien du mal. D'après tout ce qu'on sait, Tyler Robinson est un garçon intelligent. Il a eu de bons résultats à l'American College Testing. Il était un génie. Donc je pense que si tu es l'avocat de la défense ici, Chris, tu dois vraiment plaider coupable pendant la phase de culpabilité ou ne pas vraiment présenter de défense et concentrer ton attention sur la phase de la peine. On a vu que cette stratégie a plutôt bien marché pour Nicholas Cruz, le tireur de Parkland, non? La défense s'est focalisée sur le sauvetage de sa vie et a réussi, car l'accord des 12 jurés était nécessaire. Il est très difficile d'obtenir une condamnation à mort, surtout pour quelqu'un de plus jeune. Je ne dis pas que ce n'est pas possible d'y arriver si vous êtes le procureur, mais ce n'est pas une conclusion évidente comme un verdict de culpabilité. Donc je pense que la défense va s'appuyer sur certains des facteurs atténuants dont nous avons parlé. Et écoutez, la réalité c'est qu'il vient d'une bonne famille mormone. Apparemment, il y a beaucoup de jurés mormons dans l'Utah. Je ne dis pas que les gens décideront pour des raisons religieuses, mais certaines personnes pourraient avoir du mal à condamner ce jeune homme à mort, et il suffit d'un seul juré sur 12 si vous êtes la défense. L'autre chose qu'on les verra probablement faire, c'est adopter la stratégie de Koberger, contester absolument tout. Déposer toutes les requêtes possibles, non parce qu'elles ont une réelle chance d'aboutir, mais pour créer des motifs d'appel.
il est bien plus facile de faire annuler une condamnation à mort en appel avec des appels obligatoires au niveau étatique et fédéral que de convaincre un jury de ne pas prononcer la peine de mort. Oui, c'est fascinant. On verra comment ça se passe. Je veux dire, c'est certain qu'il fait maintenant face à cette chef d'accusation et nous verrons comment l'affaire judiciaire, qui a été une histoire très politique, va maintenant se dérouler. Nemo Romani, toujours un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime. Merci. Bien sûr, Chris, merci de m'avoir invité. À bientôt. C'était On the Case par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.